grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Nous sommes actuellement au centre Ahmed Baba de Tombouctou avec nos invités d'aujourd'hui, Mahmoud Mohamed Dedeoudi Hamou, chercheur, prospecteur, spécialiste des manuscrits, Alfadi Sissé, membre de la Savama, et Sidi Alimam Maïga, enseignant-chercheur à l'Institut Ahmed Baba. Nous allons évoquer aujourd'hui le thème manuscrits anciens et mausolées, témoins d'une civilisation multiséculaire. En 2012, plusieurs mausolées et manuscrits de Tombouctou ont été détruits par les djihadistes lors de l'occupation de la région. Bien que restaurés et numérisés, beaucoup de ces sites et manuscrits restent menacés. Comment se fait la conservation et la restauration des manuscrits anciens au Mali? Quel rôle jouent les populations dans la préservation de ces biens culturels? On échange aujourd'hui sur ces questions. Je suis Mariam Koulibaly. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, monsieur Amou, qu'est-ce qu'un manuscrit? Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un manuscrit, c'est tout ce qui est écrit à la main. Tout document écrit à la main, on considère ça comme un manuscrit. À Tombouctou, est-ce qu'on a une idée du nombre de manuscrits anciens? Bon, à Tombouctou, on ne peut pas connaître le nombre exact des manuscrits parce que chaque jour qu'il y a des fouilles, on trouve des cantines remplies de manuscrits. Chaque fois qu'on fait la fondation d'une maison, on trouve des caisses souterraines remplies de manuscrits. Donc, on ne peut pas connaître le nombre de manuscrits. On peut seulement estimer. Oui. On peut estimer, mais quand même, on ne peut pas connaître. Et à même si on fait oui, l'analyse du nombre de bibliothèques qui sont à Tombouctou, chaque bibliothèque a un certain nombre de manuscrits. Mais avec tout ça, chaque jour, nous voyons des personnes qui font sortir des manuscrits qu'on ne pensait jamais qu'ils ont des manuscrits. C'est pour cela que j'ai dit qu'on ne peut pas connaître exactement le nombre exact des manuscrits à Tombouctou. N'en parlons pas des régions, n'en parlons pas des villages, n'en parlons pas des hameaux. Et comment se fait la recherche des manuscrits? Donc, je crois qu'avant de parler de la recherche, il est bon de parler de la prospection. Parce que la prospection, c'est quelque chose qui amène le chercheur, avant d'exploiter un manuscrit, il faut savoir où se trouve le manuscrit. Où est-ce qu'on peut trouver le manuscrit? Et même si on trouve les manuscrits, on les trouve en fragments. Comment il faut trouver le titre de ce manuscrit? Comment il faut trouver l'auteur de ce manuscrit? Comment il faut reclasser les papiers de ce manuscrit? Donc il y a toute une science, il y a tous des exercices qu'il faut faire pour essayer de rendre les manuscrits fiables. Quand tout ce travail-là est fait, c'est en ce moment qu'on peut parler de recherche. Donc le chercheur, à partir de ça, après le catalogage et tout, il peut exploiter les manuscrits, il peut voir les manuscrits. Alors, monsieur Alfadi Sissé, vous êtes membre de la Savama. D'entrée de jeu, qu'est-ce que la Savama? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la Savama, c'est une association pour la sauvegarde des conservations et sauvegarde des manuscrits anciens. Donc voilà une association créée en 1996 pour s'occuper des manuscrits anciens. Donc voilà le travail de la Savama. Et à Tombouctou, comment est-ce que cette association évolue? Bon, cette association évolue. C'est-à-dire que d'abord, pour une première phase, nous avions commencé par sensibiliser les détenteurs parce que beaucoup de gens ont des manuscrits cachés. Donc ces manuscrits, vu leur importance, nous avions essayé de sensibiliser tout un chacun, sensibiliser les détenteurs pour qu'aujourd'hui on puisse les sauvegarder. Voilà par comment nous avions passé pour avoir ces manuscrits-là. Est-ce que cette sensibilisation a apporté fruit aujourd'hui? Bien sûr que oui. Ça a apporté beaucoup de fruits parce que ça nous a permis de construire et de réhabiliter plusieurs bibliothèques de manuscrits. Et à Tombouctou, est-ce qu'on a une idée du nombre de bibliothèques dans lesquelles les manuscrits sont entassés aujourd'hui ou bien gardés? En fait, nous avions recensé au moins 12, sinon c'est plus. Bibliothèques.
bibliothèque de manuscrits. Sinon, le nombre va en hausse. D'accord. Monsieur Sidi Alimam Maïga, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut Ahmed Baba. Pouvez-vous nous donner un peu les tâches qui sont confiées à l'Institut Ahmed Baba? Qu'est-ce que l'Institut Ahmed Baba vient faire dans la conservation et dans les recherches dans le domaine des manuscrits ici à Tombouctou? Okay. Merci pour la question. L'Institut Ahmed Baba de Tombouctou a été créé vers les années 70 par le gouvernement du Mali en partenariat avec l'UNESCO en vue de réécrire l'histoire de l'Afrique. Donc pour écrire l'histoire, il faut 3 sources. La source écrite, la source orale et la source archéologique. Donc l'Institut Ahmed Baba doit s'occuper de la source écrite. Donc pour cela, des tâches ont été données à cet institut qui sont d'abord la prospection. Il faut chercher là où se trouvent les documents manuscrits dans les familles, dans les villages, dans les hameaux. Deuxième tâche, il faut la collecte de ces manuscrits. Troisième tâche, l'identification de ces manuscrits. Quatrième tâche, l'exploitation scientifique de ces manuscrits en vue de ressortir notre histoire, notre savoir et notre savoir-faire. Donc c'est ça les tâches assignées à l'Institut depuis sa création vers les années 70. Depuis la création de l'Institut, je vais encore reposer la question du nombre. Est-ce qu'on a une idée du nombre de manuscrits sauvegardés ici au centre Ahmed Baba? Au niveau de l'Institut, nous avons environ 40 000 manuscrits. 40 000 manuscrits collectés, identifiés et en train d'être catalogués. Catalogués, c'est identifier l'auteur, identifier le titre, identifier le copiste. Monsieur Mahmoud Mohamed Dedeoudi Hamou, chercheur, prospecteur et spécialiste des manuscrits. Les manuscrits existent uniquement dans la région de Tombouctou ou bien on peut les retrouver partout ailleurs au Mali? Vous savez qu'au Mali, il y a des zones culturelles. Quand vous parlez de Tombouctou, vous parlez de Guéné, vous parlez de Ségou, vous parlez de Kaï, vous parlez de Nyoro. Ça, c'est des régions qui sont remplies de manuscrits. Et il y avait une collaboration entre les oulémas qui existaient dans ces régions-là. Par exemple, comme exemple, vous avez même en France la bibliothèque omarienne, Omar Gelia de Ségou. Sa bibliothèque a été exploitée par Archinard. On le trouve en France. C'est pour vous dire qu'à Ségou, il y a beaucoup de manuscrits. Dans la zone au sud du Massina aussi, n'en parlons pas, il y en a, avec les Seko Amadou et les Amadou. Et aussi à Kaï aussi, dans la famille Mourdia, dans la zone des Mourdia, Oumar Doukouré, la famille de Oumar Doukouré, Al-Mourji, ici dans sa famille aussi, il y a beaucoup de manuscrits. Et à Gao aussi, on en trouve, dans certaines villes de Gao. Vraiment, en réalité, au Mali, dans beaucoup de coins, on trouve des manuscrits. Mais pourquoi on entend plus parler des manuscrits de Tombouctou que partout ailleurs? Bon, Tombouctou, on peut dire que c'est la source, parce que c'est la source... on peut dire que c'est la source culturelle, c'est la source scientifique, c'est la source même de la formation même de l'islam dans certaines zones. Parce que souvent même les grands savants qui ont quitté Tombouctou, parce que avec le problème par exemple qui s'est passé au temps d'Ahmed Baba, alors les savants sont dispersés. Et c'est comme ça que beaucoup de lieux, avec la rentrée de ces savants dans ces villages et dans ces hameaux, ils ont recréé aussi vraiment l'enseignement de l'islam dans ces zones-là. Sinon, Tombouctou était vraiment la base principale de l'épanouissement de l'islam même au Mali. Donc ça, c'est incontournable. Tombouctou et Guéné, il faut les reconnaître, c'est les zones dans lesquelles vraiment l'islam a beaucoup évolué. Surtout au XVIe siècle. Au XVIe siècle, si on voit le nombre de savants qui ont étudié à Tombouctou et le nombre de savants qui ont quitté à Tombouctou pour aller ailleurs, c'est inestimable. Donc les manuscrits sont liés à la religion. C'est-à-dire qu'en réalité, si on prend les manuscrits, c'est vrai, beaucoup de parties de la région sont liées à la religion, mais il faut comprendre que dans les manuscrits, vous avez de l'histoire, vous avez de la géographie, vous avez de l'optique, vous avez de la pharmacopée, vous avez des documents de mathématiques, physique, chimie, il y a la magie. Donc dans les manuscrits, on trouve tout. On trouve tout dans les manuscrits. Tout ce que vous pouvez imaginer dans la vie
on le trouve dans les manuscrits. Et quels sont les supports utilisés pour écrire ces manuscrits-là? Est-ce que c'était des feuilles de papier, c'était des tissus, ou bien quels étaient les supports? Bon, c'est-à-dire les supports, en réalité, il faut reconnaître que quand on parle de manuscrits, comprenez déjà que dans la zone, il y a des intellectuels. Et pour avoir un manuscrit, il faut des papiers. Pour écrire, il faut de l'encre. Il faut voir comment les manuscrits sont écrits. Il faut des copistes spécialistes qui sont dans le domaine de l'écriture. Ils savent comment placer les lettres. Ils savent comment classer les lettres. Il y a aussi la préparation de l'encre. Comment il faut préparer l'encre? Ça aussi, c'est un métier à part. Comment tracer les papiers? Il faut être des géomètres. Et en plus de ça aussi, le style du copiste, les techniques que les copistes utilisent, les contrats entre le copiste, le vendeur de papier, celui à qui on recopie les manuscrits, tout ça, on trouve leurs traces au fond des manuscrits. C'est pour vous dire qu'il y a tellement de l'art autour des manuscrits, plus le copiste, plus celui pour lequel on a copié les manuscrits, combien on a copié les manuscrits, combien on a financé dans les manuscrits, qui a amené le papier, qui a payé le papier. Il y a beaucoup de choses autour des manuscrits qu'il faut vraiment mettre en œuvre pour essayer d'avoir un manuscrit complet. Donc c'est pour vous dire que quand vous voyez les manuscrits, sans aucun problème, il n'y a pas de doute. Il y a beaucoup des artisans qui ont participé à l'élaboration d'un seul manuscrit. D'accord. Monsieur Alfadi Cissé, vous êtes membre de la Savama et à l'entame de vos propos, vous avez eu à les dire que vous avez sensibilisé les populations quant à faire sortir ces manuscrits, quant à montrer ces manuscrits aux yeux du monde. Mais pourquoi est-ce que les gens étaient réticents à montrer les manuscrits? En fait, comme les manuscrits sont très très importants, certains avaient peur parce que dans les manuscrits se trouvent certains secrets. Donc on craint que cela ne soit pas diffusé. Et beaucoup de secrets se trouvent dans ces manuscrits, raison pour laquelle souvent on refuse de les faire sortir et on les laisse se détériorer. Donc pour cela, il a fallu quand même qu'on fasse une grande sensibilisation et donner l'assurance à certains que nous n'allons pas dévoiler certains secrets. Voilà les raisons pour lesquelles ils ont beaucoup refusé de mettre à la disposition des gens les manuscrits-là. Mais comment est-ce que ces manuscrits étaient conservés dans les maisons? En fait, c'était dans un mauvais état. C'est des manuscrits qui étaient étaient dans de très mauvais états dans ces familles-là. Dans des cantines, dans des caisses, un peu partout, dans des mauvaises conditions de conservation, dans des vieilles maisons. Donc, vous voyez comment c'était. Après récupération, est-ce qu'on parvenait vraiment à utiliser ou bien à déchiffrer ces manuscrits-là? Effectivement, on parvenait à les déchiffrer et on parvenait même à les exploiter. Après que nous avions sensibilisé les gens et qu'ils ont amené ces gens, des chercheurs, des gens qui ont besoin de connaître certaines choses dans ces manuscrits, venaient et les exploitaient. Alors, Monsieur Almam Maïga, vous êtes jeune par rapport aux autres invités qui sont sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a orienté vers les études des manuscrits, à faire des recherches et à vous intéresser aux manuscrits de Tombouctou? Ce qui m'a motivé de venir vers l'Institut Ahmed Baba et travailler dans les manuscrits, je dirais, moi ici j'ai un sortant de l'INSUP, langue et littérature arabe. Donc, je me voyais apte à travailler dans les manuscrits. Je suis de Tombouctou. Donc, c'est ma contribution au développement de ma ville natale, au développement de mon pays et au développement de l'Afrique à travers les manuscrits. Parce que les manuscrits, c'est une source. C'est une source d'inspiration. C'est une source du savoir. C'est une source de la connaissance. Donc, à travers les manuscrits, on pouvait développer. Moi, j'étais convaincu qu'on pouvait développer nos villes, on peut développer nos pays à travers les sciences qu'on y trouve. Donc, ce qui m'a motivé, donc, je me voyais apte à travailler dans les manuscrits et à participer
à la construction et au développement de mon pays. Est-ce que pratiquement tous les jeunes de la région de Tombouctou ont cette ambition-là et cette vision des choses? Pensez que les manuscrits sont à conserver et que les jeunes doivent aussi contribuer à sa protection? Bon, au début, ce n'était pas le cas, mais après, les jeunes diplômés, les académiciens ont su que vraiment le développement, c'est les manuscrits. Donc maintenant, on constate que beaucoup d'étudiants préparent leurs thèses, préparent leurs masters, préparent des rapports dans le contenu des manuscrits, à travers des sujets diversifiés, sujets de droit, sujets de médecine, sujets de philosophie, sujets de sciences sociales. Donc vraiment maintenant, il y a l'engouement des jeunes autour des manuscrits. Il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de rencontres autour des manuscrits animés par des jeunes académiciens. Donc, ouais. Ok, Monsieur Amou, est-ce qu'à Tombouctou, tout le monde est détenteur de manuscrits? Bon, ce que j'ai remarqué, à Tombouctou, je n'ai pas vu une famille qui n'a pas de manuscrits. Je n'ai pas vu une famille qui n'a pas de manuscrits. Seulement, il y a des familles qui sont des familles qui ont des manuscrits qu'ils ont hérités avec leurs grands-parents. Mais dans chaque famille, quand même, tu peux trouver quelques cantines de manuscrits, mais pas beaucoup. Mais il y a des grandes familles où on trouve beaucoup de manuscrits. Des centaines et des centaines de manuscrits. La langue d'écriture, c'est uniquement en arabe ou bien bon, les autres langues? On trouve les manuscrits en arabe, on trouve les manuscrits aussi en adjami. Adjami, ça veut dire que soit en soirée, soit en peul, soit en langue tamashek. Ce sont les manuscrits comme ça qu'on trouve. Est-ce qu'il est donné à tout le monde de déchiffrer les manuscrits? Déchiffrer comment? Déchiffrer le contenu, les textes écrits. Est-ce qu'un novice, par exemple, peut déchiffrer les textes écrits, les messages écrits sur ces manuscrits? Toute personne quand même qui peut lire l'arabe, ou bien qui a étudié dans la zone, il peut utiliser les caractères que nous utilisons. Seulement, nous avons remarqué que les autres étudiants qui viennent, par exemple, des pays de l'Orient, par exemple, de l'Égypte ou bien de l'Arabie Saoudite, ils ont des problèmes quand même à déchiffrer nos écritures parce qu'ils ont certains problèmes. Alors, mais si vous habitez un petit moment, alors vous pouvez comprendre comment lire les manuscrits. Ces manuscrits, on se rappelle, lors de l'occupation de la région de Tombouctou par les djihadistes, une partie de ces manuscrits ont été détruits par les djihadistes. En ce moment, comment est-ce que les communautés se sont réunies et se sont organisées à préserver une partie de ces manuscrits-là, ici dans la région de Tombouctou? Vous savez que dans la région de Tombouctou, en réalité, dans l'esprit de tous les détenteurs de manuscrits, tout le monde est jaloux de ces manuscrits-là. Ils ont toujours pensé à ça. Ils savent qu'un jour viendra, quelqu'un va venir pour s'accaparer de leurs manuscrits. Donc c'est pour cela qu'ils gardent sérieusement leurs manuscrits, jalousement leurs manuscrits. Il y a d'autres même qui ont construit 4 murs fermés pour leurs manuscrits. Tout ça, c'est pour les conserver. Ça, c'est avant même l'arrivée de ces djihadistes. Ils ne pensaient même pas à ces djihadistes. Mais les manuscrits ont toujours des ennemis. Ça, il faut le reconnaître. Les touristes, c'est un ennemi des manuscrits. Un chercheur qui manipule mal les manuscrits, c'est un ennemi des manuscrits. Les souris sont là, les insectes sont là. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur la destruction des manuscrits. Donc, les détenteurs des manuscrits, ils ont déjà compris ça il y a longtemps. C'est pour ça qu'ils gardent jalousement leurs manuscrits. Et ce qui est arrivé est arrivé. Ce qui est parti est parti. Mais quand même, Dieu merci, dans les familles jusqu'à présent, la garde continue, la surveillance continue. Est-ce que vous êtes du même avis, M. Alfadi Cissé? Les populations et les conservateurs, les détenteurs de manuscrits à Tombouctou veulent vraiment conserver ces patrimoines-là. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis du même avis. Pour la simple raison que les manuscrits constituent nos richesses, les richesses et nos valeurs. Donc, c'est des valeurs souvent cachées qu'on préfère garder sur soi. Donc, je suis d'avis avec lui et que ces manuscrits-là continuent à être bien préservés. À quoi servent généralement ces manuscrits? Et dans ses propos, M. Amou l'a évoqué, que ces manuscrits ont beaucoup d'ennemis. Mais qu'est-ce qui fait que ces manuscrits ont beaucoup d'ennemis aujourd'hui? Bon, ce qui fait que ces manuscrits ont beaucoup d'ennemis,
il vient de le citer. À leur nature ou bien à l'importance même de ces documents? Bon, ce qu'il venait de dire, parce qu'il disait que les manuscrits avaient beaucoup d'ennemis. Par exemple, quelqu'un qui les manipule mal, par exemple les souris, par exemple la mauvaise conservation, tout ça là, ça constitue des faits qui font que nous disons que les manuscrits ont beaucoup d'ennemis. Donc pour cela, il serait bon de bien les conserver et de bien les exploiter. Parlant de conservation, il y a en ce moment la numérisation de ces documents. Vous pouvez me corriger si je me trompe. Comment se passe cette numérisation-là des manuscrits? Bon, ces numérisations se font souvent en équipe. C'est des gens compétents, qui sont doués dans la chose et qui font le travail, surtout pour nous. Et voilà. D'accord. Monsieur Maïga, est-ce que le centre Ahmed Baba s'occupe de la numérisation des manuscrits ici à Tombouctou? Oui, le centre s'occupe bien de la numérisation. Parce que, pour preuve, les premiers projets de la numérisation au Mali, c'est le centre qui a eu l'honneur de faire ce travail à travers la Fondation Ford des États-Unis. Donc, Fondation Ford a financé l'Institut Ahmed Baba à coût de 100 millions pour la numérisation des manuscrits à travers le projet ARELMAT, archivage électronique des manuscrits de Tombouctou. Donc on était très jeunes en ce temps, donc on nous a été recrutés. Moi, pour venir à l'Institut, c'est à cause de ces projets-là. Donc on a fait un test à Bamako, nous sommes venus ici pour traverser ce projet. C'est le projet de numérisation des manuscrits de Tombouctou. Donc l'Institut s'occupe très très bien de la numérisation. Et avant la numérisation, c'était les microfilmages. Nous, on a trouvé que nos anciens faisaient les microfilmages des manuscrits. Donc c'est à travers nous que ça a été évolué du microfilmage à la numérisation. Et on a fait 2 ans dans ce projet d'Arelmat pour la numérisation des manuscrits de Tombouctou. Monsieur Mahmoud Mohamed Dedeoudi Hamou, quel est votre regard sur la numérisation de ces manuscrits? Est-ce que vous pensez que cela permettra effectivement de bien conserver ces manuscrits? Bon, en réalité, vraiment, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Parce que les manuscrits, chaque jour qui vient, on voit que les manuscrits sont détériorés. Ça, il faut le reconnaître. Et si les manuscrits sont numérisés, ça, c'est vraiment un pas dans la sauvegarde des manuscrits. Ça, il faut le reconnaître. Si vous voyez que on fait l'énumération à Tombouctou, il y a des centres, par exemple, où il y a beaucoup de manuscrits. Je vous avais parlé de Guéné et tout, et Gao. Il y a aussi dans le nord des centres. Il y avait l'est aussi des centres. Mais en réalité, Tombouctou, qui est vraiment le grand centre ici, ou bien le centre Ahmed Baba, ou bien la Savama, qui sont les grands centres qui s'occupent de la numérisation, vraiment, ils ont fait un grand pas. Il faut les reconnaître, il faut les féliciter. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des manuscrits qui sont sauvés. Nous avons des manuscrits qui sont sauvés grâce à la numérisation. Mais je vous dis qu'il reste encore des centaines qui sont encore flous, qui sont encore dans les tiroirs, qui sont encore dans les cartons, qui sont encore dans les cantines, qui méritent vraiment d'être identifiés, d'être vraiment catalogués pour vraiment mettre ça à la disposition des chercheurs. Sinon, le travail des manuscrits, je vous dis et je vous le répète et je le confirme, le travail est loin d'être terminé. Ça, je vous le dis, le travail des manuscrits est loin d'être terminé. Parce que c'est un travail très ardu, très dur. Et l'étudiant qui est assis à côté de ces papiers, en train de les examiner, parfois il a des problèmes. Tu peux lire la page 2, 3 ou 4 fois. Tu n'arrives pas à identifier le nom de l'auteur. Tu n'arrives pas à identifier le titre. Tu as des problèmes dans les réclames des manuscrits. Parce que dans les manuscrits, il n'y a pas de numérotage. Il n'y a que des réclames qui te permettent quand même de savoir quelle est la page qui suit telle page. Ainsi de suite. Donc, il y a vraiment du travail. Donc, la numérisation, quand un manuscrit est numérisé, ça veut dire que ça a dépassé beaucoup d'étapes. Ce manuscrit-là, quand même, est sauvé. Dieu merci. La question des mausolées aussi, on ne saurait terminer cette émission sans les évoquer. Et beaucoup de mausolées ont été aussi détruits dans la région de Tombouctou pendant l'occupation. Aujourd'hui, on entend parler de la restauration de ces mausolées-là. Qu'en est-il, Monsieur Hamou?
Bon, Dieu merci quand même, les mausolées sont là. Ils ont été vraiment reconstruits, Dieu merci. Et les mausolées, il faut les reconnaître, c'est des symboles dans lesquels sont enterrés des grands saints de Tombouctou. Des saints qui sont venus de tous les côtés. Vous avez des saints algériens, vous avez des saints du Maroc, vous avez des saints venant de partout. Donc, ce sont des grands saints, des grands érudits qui ont marqué l'histoire, qui ont beaucoup travaillé dans la ville, qui ont fait beaucoup de choses dans la ville. Et d'ailleurs, l'éducation, la formation des Tombouctiens est issue de la valeur de ces hommes-là. C'est le résultat de ce que ces hommes-là ont implanté à Tombouctou. Tout ce que vous voyez comme éducation, habillement, comportement, c'est des choses que ce sont ces saints-là qui ont instauré tout ça à Tombouctou. Il y a Donc, beaucoup d'idées. C'est des hommes vraiment valeureux, oui. C'est des saints, c'est des hommes de Dieu. Ils ont enseigné, ils se sont sacrifiés, ils ont donné leur vie pour la formation et l'éducation de la population. Donc, leur place, c'est vraiment des lieux de méditation, des lieux de leçons pour la génération montante. C'est pour cela que, dans le temps, et tous les vendredis d'ailleurs, tous les vendredis, je vous l'ai dit, tous les vendredis, c'est difficile de voir un Tombouctien qui ne part pas dans les mausolées pour aller faire des prières, pour aller se recueillir. Mais qu'est-ce qui a entraîné, selon vous, la destruction de ces mausolées-là par les djihadistes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres idées reçues autour de ces mausolées ici à Tombouctou? Bon, ça c'est une question vraiment, en réalité, qu'on peut bien répondre. Parce que, vous savez qu'au Mali, le Mali, c'est un pays religieux, un pays islamique où il y avait un rite qu'on appelle le rite malikite. Ça, partout on le trouve. Mais il y avait un moment où les étudiants maliens sont partis partout. Ils sont partis dans certains pays arabes. Dans les pays arabes, ils ont leur philosophie. Maintenant, ils sont venus. Beaucoup sont venus avec d'autres philosophies. Beaucoup sont venus avec beaucoup de pensées, qui est différente de la pensée de notre déontologie, qui est différente de ce que nous, nos savants, nous ont enseigné. Or, on sait que nos savants, le XVIIe siècle, le plus grand savant de la Mecque, il a quitté Tombouctou. Le plus grand savant des Indiens, il a quitté Tombouctou. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais il y a des nouveaux qui sont venus. Alors, ils ont amené d'autres idées, d'autres pensées, et ça crée des problèmes. Parce que d'autres trouvent que même les mausolées, ce n'est pas la peine. Or, nous, on trouve que les mausolées, là, c'est vraiment la peine parce qu'il faut montrer la valeur de l'homme. Parce que dès qu'on voit les mausolées, on peut savoir c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait dans l'islam, quel est son rôle. On cherche vraiment à l'imiter. On veut faire comme lui. Alors, si vraiment on sabote ces hommes-là, on ne leur donne pas leur valeur, ce n'est pas leur donner des médailles pour les reconnaissances, ou bien des diplômes pour les reconnaissances. C'est les mausolées, c'est ça. Les mausolées, là, c'est ça les médailles des anciens, pour essayer de faire connaître à la génération montante la valeur de ces savants-là. C'est comme ça. Monsieur Alfadi Cissé, beaucoup de personnes pensent qu'il faut, quand on vient à Tombouctou, on doit aller prier sur les tombes de ces savants, on doit adorer les mausolées. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? Est-ce une méprise? Ces gens, je les trouve comme c'est des bonnes gens. Parce que c'est des gens qui croient en la puissance d'Allah qui a rendu ces gens-là saints. Des gens auxquels nous croyons, qui ont de grandes vertus. Et c'est à cause de des raisons comme ça qu'on les visite. Et on leur rend visite pour leur célébrité. Pour ce qu'ils ont eu à faire, comme vient de le dire Al-Fahmo. Donc, moi, je leur donne raison. Donc, est-ce à dire qu'ils ne sont pas des divinités à part, mais les gens viennent les voir à cause de leur sainteté, à cause des actions qu'ils ont eu à mener dans la pratique de l'islam? Loin d'être des divinités. C'est des grandes personnes, des personnalités qui
ont vécu, qui avaient de grandes connaissances, qui avaient une certaine autorité religieuse et auxquelles les gens croient. Donc, voilà les raisons pour lesquelles... Monsieur Maïga, quelqu'un un vendredi qui décide d'aller voir ou bien d'aller prier dans un cimetière, voir les mausolées, quelles sont les prières généralement que les gens font à l'endroit de ces mausolées, si je ne me trompe? Donc, un jour du vendredi, quelqu'un va au cimetière pour faire des prières. En réalité, il ne va pas aller pour adorer ces saints, non. Il va pour faire des prières pour lui et pour ceux qui se reposent en paix là-bas. Donc, pour moi, il y a une incompréhension par rapport à ces mausolées. À Tombouctou, on n'adore pas ces mausolées. Ces mausolées ne sont pas des divinités. À leur vivant, c'était des croyants, c'était des gens qui incarnent des valeurs spirituelles, des valeurs morales, que tout bon musulman ou bien tout bon humain doit vraiment pratiquer. C'est le bon mœurs, c'est le vivre ensemble, c'est la vie en paix, c'est la vie en communauté, en symbiose. Ce que ces gens incarnent, c'est la modestie. Ils incarnent la vie, ils incarnent la communauté. Donc on doit s'inspirer de ces gens. Ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas de Dieu. Non, on vient faire des prières pour eux et pour nous. Donc on ne vient pas les adorer, non. C'est le contraire. On fait des prières pour eux et pour nous, et pour la ville, et pour les pays. C'est ça que les gens font. Et nous entendons souvent dire que quand on vient à Tombouctou, invoquer ces mausolées, si une femme, par exemple, n'arrive pas à enfanter, ou bien si quelqu'un a des difficultés dans son travail, dans sa vie de tous les jours, en invoquant ces mausolées, ces saints, et avec leur bénédiction, ces vœux s'exaucent. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, c'est une question d'interprétation. Moi, je ne l'interprète pas comme ça. Une femme qui a besoin d'enfants, il vient à ces mausolées, il demande à Dieu. Il demande à Dieu. Mais peut-être par la grâce de ces saints qui dorment, il demande à Dieu de donner soit de l'enfant ou bien les biens du monde ou bien les biens de l'au-delà. Donc on ne vient pas invoquer les saints, non? On invoque Dieu, on prie Dieu. Maintenant, à travers la grâce de ces saints, comment on peut faire des bénédictions ou bien des prières grâce aux parents, grâce à tes parents, même grâce à tes enfants. On peut faire ça. Donc, on demande leur grâce, mais c'est à Dieu qu'on demande. C'est Dieu qu'on prie. Donc, c'est comme ça. On prie Dieu, on invoque Dieu. Maintenant, on demande la grâce ou bien la bénédiction de ces saints. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Et c'est comme ça que l'islam interprète. Mais il y a une incompréhension. Il y a une mauvaise interprétation qui fait que les gens croient qu'on vient adorer ces gens ou bien les demander on les invoque. Non, on ne les invoque pas, on ne les prie pas. On prie Dieu, on évoque Dieu, mais parce que c'est des grands hommes. Il faut les respecter. Ils ont laissé des traces louables. Donc ils méritent cette place. Mais c'est Dieu qu'on demande, c'est à Dieu qu'on demande, c'est Dieu qu'on prie. Et les invocations s'adressent adressées à Dieu. Ouais. Monsieur Mahmoud Mohamed Adedeoudi Hamou, vous êtes chercheur, prospecteur, spécialiste des manuscrits. Aujourd'hui, ces mausolées sont rénovés et reconstruits dans la région de Tombouctou. Il y a une reconstruction de ces mausolées-là. Est-ce que les populations sont encore plus motivées à aller vers ces mausolées aujourd'hui après leur reconstruction? Vous savez que ces mausolées-là, en réalité, tous les mausolées qui sont à Tombouctou, les saints qui sont enterrés dans ces mausolées-là, c'est des saints qui sont venus à l'extérieur. Par exemple, si vous prenez le saint Cheikh Ahmed Ben Omar, par exemple, lui, il est lié à la famille, c'est un Kunta, il est lié à la famille del Maghili de l'Algérie, de Adrar. En Algérie, là-bas, on construit sur les saints.
Donc, comme Aboul Qasim al-Tawati aussi, c'était un Algérien, il était imam de Djingareber, mais lorsqu'il est mort, ce sont les gens, les Algériens, même eux-mêmes, qui se sont chargés de la construction de son mausolée. Et il y a plus de 60 d'Algériens qui sont enterrés à côté de lui. Sidi Mahmoud, qui est de Tombouctou, il est dans son propre vestibule, c'est dans ça là qu'on l'a enterré. À Tombouctou, on ne construit pas sur les saints. Si on allait construire sur Ahmed Baba, on allait construire sur Barayogo, on allait construire sur l'imam Al-Aqib, tout ceci là, on n'a pas construit sur eux. Mais c'est les saints que vous voyez sur lesquels il y avait les mausolées. Il y avait dans le temps des Algériens qui viennent chaque année pour venir faire leurs prières à côté des tombes d'Aboul Qasim al-Tawati. De même, Cheikh Sidi Ahmed Ben Omar. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le Tomboktien, même s'il n'a rien, même s'il n'y a même pas de construction, le Tomboktien continue tous les vendredis à faire ses prières. Par exemple, si vous allez à Sidi Mahmoud, on vous donne le plan de là où est enterré Ahmed Baba, là où est enterré Barayogo. Quand tu vas là-bas, tu fais tes prières. Tu ne cherches même pas les mausolées. Donc les mausolées, c'est des symboles pour identifier cet homme. Aboul Qasim al-Tawati, c'était un Algérien. Lorsqu'il était imam de la grande mosquée de Djingareber, c'est lui qui a instauré les Mawloud. Il a instauré des manifestations pour ça. Lorsqu'il est mort, il avait beaucoup d'élèves à côté de lui. Alors les Algériens aussi viennent chaque année pour venir se prosterner, pour venir faire des lectures du Coran, ça tombe. Donc c'est comme ça. Donc les Tomboksiens, eux, tu es saint, on te garde comme saint, on ne fait pas de mausolées, on ne fait rien. Mais ces mausolées-là, en réalité, les Tomboksiens, c'est d'autres qui sont venus construire ces mausolées-là. Sinon, Sidi Mahmoud, qui est de Tombouctou, il est dans sa propre vestibule, il est dans sa maison. Il est mort dans sa maison, on l'a enterré dans sa maison. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour préserver ces manuscrits et ces mausolées ici dans la région de Tombouctou? C'est la sensibilisation, c'est tout. Parce que la génération montante aujourd'hui, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin de formation. Ils ne sont pas formés, ils sont attirés par l'Occident. Est-ce que vous voyez? Ils sont en train de perdre la voie normale qu'ils connaissaient. Parce qu'on pense que, par exemple, si on prend le cas de l'éducation, par exemple, un jeune pense que les nouvelles innovations dans l'éducation, ça vient de l'Europe. Mais le tout, on le trouve dans les manuscrits. Moi, j'étais conseiller pédagogique, mais chaque fois qu'il y a formation sur les nouvelles méthodes actives de l'éducation, je le trouve dans les manuscrits. Ça existe déjà, ce n'est pas du nouveau. Donc c'est pour vous dire que la jeunesse actuelle a besoin vraiment d'une formation, d'une sensibilisation pour pouvoir mieux s'accaparer de l'importance de ces manuscrits-là. Il faut qu'on enseigne aux enfants de ces manuscrits-là. Il faut qu'on leur donne les contenus de ces manuscrits-là pour les rendre plus mûrs. Parce que si vous voyez quelqu'un qui est, par exemple, qui a grandi à Tombouctou, il comprend beaucoup de choses que quand il est ailleurs. Il est différent des autres. Il a une certaine mentalité, il a une certaine vision. Par exemple, à Tombouctou, on n'avait jamais vu quelqu'un, par exemple, prendre des armes. Et c'est l'éducation. C'est l'éducation. Quelle que soit la sensibilisation que tu fais en Tombouctien, il ne va jamais prendre des armes. Parce qu'il est éduqué dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, la jeunesse, si on ne fait pas attention, facilement, on peut les faire dérouter. Ils sont attirés par l'argent, ils sont attirés par les gains, ils sont attirés par les belles choses. Donc, un Tombouctien n'est pas attiré par toutes ces choses-là. Toujours, il ne voit que sa dignité. Alors, Monsieur Alfadi Cissé, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour mieux préserver ces manuscrits et ces mausolées dans la région de Tombouctou? Donc, moi, je crois que pour préserver ces manuscrits, il faut une sensibilisation accrue de la jeunesse. Il faut aussi qu'on revienne à nos valeurs ancestrales. Donc, ce qui fait que nous allons pouvoir bien éduquer, comme l'a dit l'autre, bien éduquer cette jeunesse montante qui, pour la plupart, ne croit pas en ce auquel nous croyons. Nous croyons à nos manuscrits, nous croyons à nos mausolées. Donc ces jeunes gens-là qui n'ont aucune formation sur les manuscrits et sur les mausolées ne vont pas croire comme nous. Donc il va falloir les former, il va falloir leur donner une certaine connaissance sur ces manuscrits et ces mausolées. Voilà une raison qui va les pousser à bien conserver,
à connaître ces manuscrits et à donner à ces choses-là leur valeur. Aux manuscrits leur valeur et au mausolée leur valeur. Pour qu'on puisse trouver. L'État est assez impliqué dans la préservation de ces manuscrits, de ces mausolées. Effectivement, l'État est impliqué. L'État, on a plus que les partenaires étrangers. Bien sûr, avec les partenaires et les étrangers, tous s'impliquent dans ces choses-là. Pour la simple raison que nous, en tant que Savama, nous avions eu des appuis de beaucoup de fondations, Fondation Ford, Mali 15 ou tout ça là, et beaucoup de partenaires qui ont eu quand même à nous appuyer pour qu'on puisse vraiment mieux conserver, même construire et même réhabiliter certaines bibliothèques de manuscrits. Sensibiliser les jeunes autour de ces manuscrits et mausolées. Vous êtes du même avis, M. Maïga? Oui, je suis du même avis. Il faut, par rapport aux mausolées, c'est l'enseignement et l'éducation qui manque. Donc il faut enlever l'ambiguïté autour de la visite de ces mausolées. Enseigner aux uns aux autres, quand on vient au niveau des mausolées, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est le plus important, sensibiliser à ce qu'on doit dire. Donc en ce temps, il y aura beaucoup de choses qui vont se dissiper automatiquement. Par rapport aux manuscrits, par rapport à la conservation des manuscrits, nous, au niveau de l'Institut Ahmed Baba, après la crise de 2012, on a eu à faire une numérisation de masse de tous les manuscrits à Bamako, après la délocalisation. Donc tous les manuscrits ont été numérisés à Bamako, sur les formats JPEG. Maintenant, après ce travail, on voulait refaire encore la numérisation de qualité. Donc nous sommes à ce niveau. Donc on a eu déjà 25%, pour dire que vraiment au niveau de l'Institut Baba, avec l'aide de l'État, nous sommes en train de faire vraiment tout ce qu'il est possible pour la conservation. Aussi, nous accueillons aussi les étudiants, nous accueillons les académiciens, nous accueillons les chercheurs pour faire des thèses, des masters, des articles, des conférences autour des thématiques dans les manuscrits. Les droits de l'homme, la science et santé, philosophie, sciences sociales, religion, croyance. Donc vraiment, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire par rapport à la sauvegarde des manuscrits avec le monde académicien. C'est la fin de ce débat et le thème était manuscrits anciens et mausolées, témoins d'une civilisation multiséculaire. Nos invités étaient Mahmoud Mohamed Dedeoudi Hamou, chercheur prospecteur spécialiste des manuscrits, Sidi Almam Maïga, enseignant-chercheur à l'Institut Ahmed Baba, Alfadi Sissé, membre de la Savana. Je suis Mariam Koulibaly. L'émission a été réalisée depuis la région de Tombouctou au sein du centre Ahmed Baba de Tombouctou. À la partie technique, il y avait Gagné Kanté et Mamadi Keïta. Merci et à demain, Inch'Allah.